Bonsoir à tous, je suis ravi d'être avec vous ce soir et j'ai le plaisir de vous présenter une vue de Paris en 2050, telle qu'imaginée par l'architecte Vincent Calbeau lors d'une étude réalisée pour la mairie de Paris autour de l'oxygénation et de la densification des villes de demain. Alors pourquoi est-ce que je vous présente cette image ce soir? C'est pas parce que Vincent Calbeau est belge, c'est parce que cette image, pour moi, elle représente une certaine vision qu'on peut avoir des villes de demain. C'est-à-dire des villes au cœur desquelles on va développer plus d'espaces de nature, plus d'espaces verts. La deuxième raison pour laquelle je vous présente cette image ce soir, c'est parce que quand je la regarde, cette image, elle me pose beaucoup de questions. Et en particulier, elle me pose deux types de questions. Premier type, c'est de savoir si demain on doit avoir des villes avec plus d'espaces de nature, concrètement, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on développe demain? Comment est-ce qu'on les conçoit? Comment est-ce qu'on conçoit demain des espaces de nature en ville et au cœur des villes? Deuxième type de question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en attend. Quelle fonction on attend de ces espaces qu'on va développer en ville? Alors, je n'ai pas la prétention ce soir de répondre à toutes ces questions avec vous, mais j'aimerais simplement partager des éléments de réflexion que j'ai pu et qu'on a pu avoir à ce propos. Alors, avant d'aller plus loin, qui suis-je pour vous parler de ça? Ça vous a été dit, je m'appelle Baptiste Grard, je suis écologue de formation, j'ai un master en ingénierie écologique et j'ai ensuite réalisé une thèse sur les potagers sur les toits et plus particulièrement sur la recréation de sol dans le cadre de ces potagers sur les toits. À la base, je suis un petit urbain, je viens de banlieue parisienne et j'ai toujours eu envie de transformer ce milieu dans lequel je vivais, en particulier en y mettant justement plus d'espace vert pour le rendre plus vivable. Par ailleurs, depuis le début de ma très jeune carrière, j'ai pu me rendre compte que les villes sont au cœur des enjeux environnementaux qui s'opposent à nos sociétés. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce qu'aujourd'hui, plus de 50% de la population mondiale vit au cœur des villes. Par ailleurs, on sait que le milieu urbain représente entre 60 et 80% des émissions de gaz à effet de serre et entre 60 et 80% des consommations de ressources énergétiques. Donc on sait aujourd'hui que le milieu urbain, de par son développement et de par son développement et son fonctionnement, pose un certain nombre d'enjeux environnementaux. On doit donc travailler aujourd'hui à sa transformation et à son adaptation. Alors, au cas où il y a encore quelques sceptiques dans la salle, je vous propose ici une image locale de Jambes, en l'occurrence, pour vous convaincre du caractère encore très minéral de nos villes. Alors, si on revient à la première image que je vous ai présentée, la première question qu'on peut se poser, en particulier après ce que je vous ai dit, c'est au final, pourquoi est-ce qu'on devrait développer des espaces verts dans les villes? Alors pour répondre à cette question, je vous propose un premier petit exercice d'imagination. Vous allez venir avec moi dans un parc et vous allez entrer dans ce parc. En entrant dans ce parc, vous allez voir des gens qui courent, des gens qui parlent, des gens qui pique-niquent. En continuant à avancer dans ce parc, vous allez, je vous le souhaite en tout cas, voir un beau paysage. Mais si vous regardez d'un peu plus près, vous allez voir aussi des pollinisateurs, de la biodiversité urbaine, des espèces qui viendront faire tout ou partie de leur cycle de vie dans ce parc. Si vous regardez d'encore un peu plus près, vous allez voir que le sol du parc, il est amendé par les jardiniers en compost. Ce compost, il est fait à partir de déchets qui viennent de la ville, et il sert donc à valoriser une partie de ces déchets. Si vous regardez d'encore un peu plus près, vous allez voir que la végétation dans ce parc, elle est comme vous, enfin surtout comme moi ce soir, elle transpire, elle évapotranspire même, et en relarguant de l'eau, elle va refroidir localement la ville. Si vous regardez encore un peu plus près, vous allez voir que le sol et la végétation, ils retiennent de l'eau, ils jouent le rôle d'éponge. Pourquoi c'est important? Parce que derrière cette eau qui va être retenue, elle ne va pas les surcharger, les réseaux d'assainissement de la ville, notamment en cas de grosse pluie. J'arrête là ma liste. Vous l'aurez compris, pourquoi est-ce qu'on doit développer des espaces de nature en ville? Parce qu'ils rendent des fonctions et que ces fonctions sont importantes pour nos villes, de par l'impact environnemental qu'elles ont. Alors, maintenant que j'espère que vous êtes à peu près tous convaincus de ça,
La question qui se pose, c'est concrètement où est-ce qu'on va faire ça? Je pense que je vous apprendrai en rien en vous disant qu'en ville, l'espace est rare et l'espace est cher. Quand on commence à s'intéresser à ces questions de réserve foncière, on s'aperçoit que la première réserve foncière, c'est ce qu'on va appeler les friches ou les dents creuses, qu'on va retrouver au cœur des villes et dans leurs périphéries proches. La deuxième réserve foncière, à laquelle on ne pense pas forcément, c'est les toitures. Les toitures, c'est aujourd'hui des espaces qui sont très peu utilisés, alors qu'ils peuvent représenter jusqu'à 30% de la surface horizontale d'une ville. Alors, pour vous convaincre de ça, et puisqu'on m'a promis que le public namurois était riche d'imagination, je vais vous proposer un deuxième exercice. Alors, au cas où il n'y ait pas que des namurois dans la salle, j'ai prévu quelques images et des petits objets pour m'accompagner. Donc, vous allez imaginer que, comme tous les mercredis matins, vous arrivez dans l'immeuble dans lequel vous travaillez. Vous asseyez à votre bureau et en vous asseyant, vous vous rappelez de la conversation que vous avez eue la veille avec un de vos collègues qui vous a parlé de l'immense toiture que vous avez au-dessus de la tête, immense toiture plate, à laquelle vous n'aviez jamais vraiment pensé. Et le collègue vous conseille d'y aller pour voir cette magnifique vue que vous avez sur tout Namur. Alors en vous asseyant ce matin-là, vous vous promettez qu'à midi, la première chose que vous ferez, c'est de monter sur ce toit. Et justement, à midi, quand arrive la pause, directement, vous montez sur la toiture, vous ouvrez la porte. Première chose que vous voyez, c'est cette magnifique vue qui vous a été promise. Mais ce qui absorbe votre attention, c'est ce qu'il y a en dessous de vos pieds. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez une membrane d'étanchéité qui pourrait ressembler à ça. Dans ce sens-là, ça sera mieux. Et vous voyez également ceci, c'est-à-dire au-delà de la membrane, des équipements de ventilation, des équipements techniques qui occupent quasiment tout l'espace. Alors en voyant ça, bon, vous vous dites pourquoi pas, mais est-ce que c'est quand même pas un peu dommage d'utiliser l'espace pour ça? Tout en ayant cette réflexion, vous continuez à avancer sur la toiture. En avançant, vous arrivez à un deuxième espace. Dans ce deuxième espace, il y a toujours la membrane, mais cette fois-ci, les équipements techniques ont été repoussés sur le côté. Et surtout, sur cette membrane, vous voyez ceci. Ceci, c'est du gravier blanc. Donc en voyant ça, vous vous interrogez pourquoi est-ce que c'est là. Et là, vous vous rappelez une conversation que vous avez eue il y a 2 semaines avec un copain qui travaille dans le bâtiment et qui vous a expliqué que si on mettait ce gravier clair, c'est parce qu'une des premières raisons, une des premières choses qui esquintent les membranes sur les toitures, c'est le rayonnement solaire direct et les différences de température. Bon, et petit bonus, ce gravier, il retient un peu d'eau. Donc en voyant ça, vous dites c'est pas mal, mais est-ce qu'on pourrait quand même pas faire mieux? Sur cette réflexion, vous continuez à avancer sur la toiture. Je préviens, la toiture est grande, très grande. Donc vous continuez à avancer et vous arrivez dans une troisième zone qui pourrait ressembler à ça. Ça, c'est plus de 90% des toitures végétalisées en France, c'est-à-dire 5 cm de sol, avec par-dessus du sédum, qui sont des plantes grasses et qui, justement, végétalisent cet espace. En voyant ça, vous dites, bon, c'est quand même plus sympa que ce qu'on avait avant. Mais comme vous êtes curieux de nature, vous voulez creuser et savoir ce qui constitue ce sol. En creusant, vous trouvez ceci. Ceci, c'est des billes d'argile. Les billes d'argile, c'est utilisé notamment pour les drains sur les toitures végétalisées, et ça vient, comme leur nom l'indique, de carrières d'argile, d'où l'on exploite l'argile, on l'extrait, on la malaxe, on va la chauffer à 1100 degrés pour obtenir ces billes, et derrière, on va transporter ces billes jusqu'en ville. Alors, je pense que vous n'avez pas besoin d'être expert pour comprendre qu'il y a à la fois un impact environnemental lié à l'extraction, l'exploitation, et au transport jusqu'à la ville, pas forcément situé à côté de la carrière d'argile. Bon, vous dites ça, mais bon, en même temps, dites que c'est pas trop mal. Vous continuez quand même votre recherche parce que vous êtes vraiment curieux. En continuant votre recherche, vous vous apercevez que dans le substrat, il y a un deuxième matériau. Ce matériau, il vous fait d'abord penser à de la pierre ponce. C'est pas pour rien, parce que c'est de la roche volcanique, ça s'appelle de la pouzzolane. C'est utilisé, et c'est utilisé parce que c'est très poreux. La roche, la pouzzolane, donc qui est une roche volcanique, comme son nom l'indique, ça vient de volcans qui sont exploités, dont on extrait la pouzzolane, qu'on amène ensuite en ville. Pareil, vous vous en doutez, les deux ne sont pas forcément à côté. Bon.
Vous vous dites d'accord, vous continuez votre recherche pour tomber sur le troisième constituant majoritaire de ces substrats. Ce constituant, qu'est-ce que c'est? C'est du terreau. Alors, si je faisais un sondage ce soir, je pense qu'à peu près tout le monde dans cette salle a déjà utilisé ou au moins entendu parler du terreau, dont moi. Pourquoi est-ce que le terreau, ça pose problème? Eh bien, parce que le terreau, c'est défini comme étant à base de tourbe. La tourbe, ça vient d'écosystèmes qui s'appellent des tourbières, qui sont des milieux humides et qui sont indispensables, notamment pour des aspects de stockage de carbone, de préservation de la biodiversité et d'épuration de l'eau. Et aujourd'hui, pour produire ce terreau, on va drainer ces milieux, les assécher, en sortir la tourbe et ensuite l'amener en ville pour végétaliser. Vu autrement, on enlève des fonctions d'un milieu naturel pour aller essayer de les apporter en ville où elles seront sans doute rendues de manière moins bonne. Et bien, en arrivant à ce constat, vous arrivez, et ces questions donc, que ça peut poser, vous arrivez au point de départ d'un projet de recherche qu'on a lancé à AgroParisTech, qui est une école d'ingénieurs, et à l'INRA, qui est l'Institut national de recherche agronomique, en 2012. Et ce projet, il s'appelle le projet T4P, pour Toit parisien productif, projet pilote. Ce n'est pas important de retenir le nom, je vous rassure. Dans ce projet, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a mis en place une expérimentation sur une toiture qui est située dans le 5e arrondissement de Paris, qui fait 800 mètres carrés. Et ce qu'on a fait sur cette toiture, c'est qu'on a mis en place des bacs de culture, qui sont des compostières d'un peu moins d'1 mètre sur 1 mètre. Et à l'intérieur de ces bacs, on a mis différents mélanges de matériaux. Alors, ce n'est pas du sol qu'on a sur ce toit. On appelle ça un technosol ou un anthroposol construit. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a dans nos bacs, c'est uniquement des matériaux qu'on va apporter de la ville, uniquement des résidus qui viennent de la ville. Et c'est vraiment là l'objectif du projet, c'est de voir est-ce qu'on peut arriver à cultiver sur les toits uniquement à partir de résidus et de déchets qui en viennent. Alors pour vous illustrer un petit peu mon propos, je vous ai ramené aussi quelques matériaux. Le premier que vous connaissez sans doute, vous utilisez en tout cas couramment, c'est du marc de café. Sauf que ce marc de café, il est un peu particulier parce qu'il a servi avant à faire pousser des champignons dans les caves. Et nous, on récupère ce marc de café après que les champignons aient poussé. Deuxième matériau qu'on utilise, c'est du bois broyé. Ce bois broyé, il vient concrètement de l'élagage des arbres d'une ville, qui est ensuite broyé grossièrement, et nous, on l'utilise comme une composante des technosols qu'on a sur notre toit. Troisième matériau qu'on a pu utiliser, auquel on ne pense pas forcément, c'est de la brique et de la tuile concassée. C'est un déchet du bâtiment ou un déchet de fabrication de ces deux matériaux. Et il faut savoir que les déchets du bâtiment, en volume, c'est le premier gisement en ville. Sauf que les filières n'existent pas forcément pour le moment. Dernier matériau qu'on a pu utiliser, que vous connaissez, je pense, tous, c'est du compost. En l'occurrence, on a utilisé 2 types de compost. Un compost, il faut que j'arrête de faire ça, sinon ça va être pas terrible après. Un premier type de compost, qui est un compost de déchets verts, qui vient de l'entretien des espaces verts, et un compost de biodéchets qui est fait à partir des épluchures de cuisine qu'on produit, vous et moi, au quotidien. Donc voilà un petit peu pour vous illustrer ce qu'on a pu utiliser dans le cadre de ces expérimentations. Alors j'aimerais vous présenter l'intégralité de nos résultats, vous en parlez toute la soirée. Le temps étant réduit, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir sur le site d'AgroParisTech, où les principaux résultats sont présentés, ou à lire un magnifique ouvrage, en l'occurrence ma thèse. Mais, malgré tout, j'ai quand même envie de partager avec vous ce soir 3 grands résultats qu'on a pu avoir. Premier grand résultat, c'est par rapport à la production alimentaire. La question qu'on s'est posée, c'est de savoir, est-ce qu'en utilisant uniquement des résidus qui viennent de la ville, on allait pouvoir avoir des rendements qui sont importants. Alors, le résultat qu'on a eu, c'est de voir que sur 6 années où on a cultivé dans nos bacs, on arrivait à des rendements qui étaient équivalents à ceux de maraîchers biologiques en plein sol. C'est un résultat qui est intéressant, qui montre qu'on peut arriver à des rendements importants, même en utilisant uniquement des déchets qui viennent de la ville. Pour autant, on ne va pas nourrir demain Paris ou d'autres villes avec ces toits. On sait que l'agriculture urbaine ne nourrira pas les villes de demain. Mais ça montre qu'on peut arriver à des rendements intéressants. Deuxième question qu'on s'est posée, et qui est d'ailleurs souvent la première que les gens nous posent, c'est de savoir si ce qu'on produisait n'allait pas être pollué. Pour répondre à cette question, on s'est intéressé à des contaminants qui sont les éléments traces métalliques. Le plomb, le cadmium, le zinc.
Et ce qu'on a pu montrer dans nos résultats, c'est que pour l'immense majorité de nos cultures, on avait des teneurs largement inférieures aux normes. Pareil, c'est un résultat qui était intéressant parce que ça montre qu'on peut produire des légumes sains lorsqu'on est sur un toit avec un sol qui est à la base sain, et tout en n'étant pas forcément proche de très grosses sources de pollution dans notre cas. Qu'est-ce que ça veut dire pour les projets d'agriculture urbaine? Ça veut dire que c'est faisable, mais qu'il faut prendre en compte notamment l'environnement dans lequel va se mettre ce projet et le sol en place lorsqu'on cultive dans un sol. Troisième résultat qu'on a eu, qui est sans doute le plus important, c'est de montrer que ces toitures, elles sont multifonctionnelles. On a souvent tendance à regarder cette fonction de production alimentaire, alors qu'en fait, la vraie raison sans doute de développer ces projets demain, ça va être pour le fait qu'ils retiennent de l'eau, qu'ils sont un réservoir de biodiversité, qui valorisent des déchets, etc., etc. C'est pour ces autres fonctions qu'on sera sans doute amené à développer ces projets. Alors avant de conclure, comme vous le voyez, notre projet il montre une opportunité à développer ce type de potager sur les toits. Alors j'ai déjà une bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas les seuls à le faire. Avant nous, en même temps que nous et après nous, je l'espère, beaucoup d'initiatives d'agriculture urbaine se développent un peu partout. Mais j'aimerais conclure en me posant une question et en vous posant une question qui, moi, me taraude, à savoir, est-ce que réellement on va réussir à développer ces projets à large échelle? Alors honnêtement, j'en sais rien. Je ne suis pas devin et je ne compte pas forcément développer des talents de ce côté-là. Mais j'aimerais partager avec vous 3 souhaits. Le premier souhait, ça serait que les pouvoirs publics, à toute échelle, la ville, le département, la région, l'État, favorisent les conditions d'implantation de projets d'agriculture urbaine et plus généralement de nature en ville, en ayant un regard, voire une exigence, sur la qualité de ces projets, c'est-à-dire à la fois leur conception et à la fois les fonctions qu'on en attend. Il y a des collectivités qui commencent à s'intéresser à ces questions, mais pas forcément de manière large pour le moment. Deuxième souhait, qui pareil commence à être réalisé, c'est que des associations et des entreprises s'emparent du sujet pour développer des modèles qui soient multiples, qui répondent justement à des contextes et des enjeux qui sont différents en fonction des villes, pour développer demain des projets d'agriculture urbaine qui répondent à la fois aux besoins des urbains et du milieu urbain. Mon troisième souhait, alors au début, je voulais vous dire que vous pouviez chacun vous engager de manière directe, indirecte, pour favoriser le développement de projets d'agriculture urbaine. Mais ça, vous le savez déjà. Alors, au vu du titre du TED, je voudrais vous proposer une résolution. Cette résolution, ça serait premièrement de composter, si vous êtes en maison, ou de lombricomposter, si vous êtes dans un appartement, les plus de 100 kg de déchets compostables que vous produisez chaque année. Une fois que vous aurez composté ou lombricomposté vos résidus, d'utiliser ce compost, ce lombricompost, dans des bacs, dans une jardinière, au pied d'un arbre, d'y planter une graine, de l'arroser, je vous conseille, et pourquoi pas d'obtenir, au bout de quelques mois, une belle salade comme ça, qui commence à flétrir un petit peu, mais qui reste belle, ou des tomates, ou des courges. Pourquoi faire ça? Eh bien, pour concrètement réaliser l'idée que nous pouvons avoir des villes qui soient plus durables, plus vivables, plus circulaires, et pourquoi pas plus cultivables. Merci à tous.